Salut, ici Maps! Alors aujourd'hui, on est dans le début de ma réorganisation de bibliothèque. Ça se peut que ça soit pas top shape, mais j'essaierai de gérer ça par la suite en regardant de quoi cette vidéo-là a l'air. Donc, l'année passée et l'année d'avant, je faisais partie du club des rendez-vous du premier roman. Donc, on lit des romans québécois, on lit des romans français et on détermine celui qu'on trouve le meilleur en club et chaque club fait ça. Et à la fin, tous les résultats sont combinés pour avoir un gagnant québécois franco-ontarien et un gagnant français. Donc, vous avez peut-être vu ma vidéo « Je réagis aux nominations » de 2021-2022 et ben une fois que j'ai réagi aux nominations, c'est le temps de le lire, de les lire, parce qu'il y en a 8, tout comme l'année dernière, dans la sélection québécoise franco-ontarienne. Je ne les lis pas dans un ordre particulier. En fait, je les lis tout simplement dans l'ordre qu'ils sont disponibles et qu'ils arrivent. Je les ai loués un peu partout. Il y en a qui ne sont pas disponibles. Il va falloir que j'aille en service de presse avec la bibliothèque, avec la librairie Pouquinard. Puis, ben, on va y aller comme ça. Avant, je faisais des vidéos pour chaque livre. Là, j'ai décidé de faire une vidéo avec les 8 titres. Ça se fait bien. Puis, ben, ils ont tous un lien entre eux. Et je sais que je me fatigue souvent dans ces vidéos comme ça. C'est prenant, mais d'une façon ou d'une autre, je vais avoir à les lire. Fait que c'est correct de faire ça en une vidéo. Le premier livre que j'ai lu, c'est un livre que j'avais topé high dans ma vidéo Je réagis, dans mon ranking. C'est Petit géant de Pierre Courville. Donc dans ces livres-là, c'est l'histoire en fait... c'est pas juste de la femme, là, mais il y a une femme de 33 ans qui est enceinte de 27 semaines, si je me trompe pas, de jumeaux, et elle perd ses os à ce moment-là, qui est vraiment très tôt. Ça veut dire que ses enfants vont naître prématurément. Donc, ça cause des risques et tout ça, puis il y a une possibilité d'hospitalisation et les enfants ne sont pas à maturation. Donc, ça engendre beaucoup de choses que l'accouchement se passe maintenant. Et donc, c'est ça qui va se passer. Là, ça, c'est le premier chapitre, la première page. Elle a des contractions, elle se rend à l'hôpital, ils disent non, c'est correct, revenez plus tard, vous êtes juste à 27 semaines, c'est normal, elle perd ses os. Donc là, elle s'en va à l'hôpital en urgence et finalement, ben, les enfants arrivent, elle est en train d'avoir des contractions, elle est en train d'accoucher. Donc, est-ce qu'on lui fait une césarienne? Est-ce qu'on la laisse accoucher naturellement? Mais d'une façon ou d'une autre, les enfants sont là. Les deux petits jumeaux sont là. Donc, les jumeaux prématurés vont être admis en néonatologie et c'est ce périple-là qui va être, ma foi, assez long qu'on va suivre. Donc, on suit cette femme-là qui se nomme Pierre et son mari David, il me semble, et le périple de leurs deux jumeaux qui ont aussi des parcours très différents l'un de l'autre, des montagnes russes des deux côtés par contre. C'est un livre de par sa thématique qui, j'étais pas mal certaine, allait me plaire. Et juste pour ça, définitivement que c'était un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un sujet qui m'intéresse, qui me passionne. C'est des grosses émotions pour les parents, mais c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Un, les enfants, deux, le milieu hospitalier en roman, par contre, là, pas en vraie vie. Et toutes ces histoires de montagnes russes, des enjeux au niveau médical versus au niveau humain, et tout ça doit collaborer franchement bien, tout ça dans le but que les deux jumeaux soient en santé et puissent éventuellement sortir de l'hôpital pour aller commencer leur vie avec leurs parents. C'est aussi un livre qui est écrit vraiment super bien. La plume de l'autrice, elle est toute douce, c'est fluide, c'est intéressant. On suit date par date, donc en ordre chronologique. On a vraiment le parcours de la perte des os à jusqu'éventuellement on espère que les enfants vont sortir de l'hôpital sains et en bonne santé. Donc c'est vraiment ce périple-là qu'on suit tout au long du livre. Donc l'écriture, j'ai beaucoup aimé. La thématique principale, je l'ai beaucoup aimée, mais il y a beaucoup d'autres petites thématiques à l'intérieur de ce livre-là. Parce que forcément, écoutez, je suis pas femme qui a accouché, j'ai pas d'enfants, j'ai pas mis au monde des enfants. Mais je me doute que forcément, tu as l'impression de ne plus être
la personne qui est en contrôle de ton corps. Et encore plus dans des situations comme ça, alors qu'il y a un enjeu comme santé, sécurité pour toi et pour tes enfants qui sont à l'intérieur de toi. Tu sais, à quel point c'est twisted, tu sais. Et c'est clair que ces femmes-là sont énormément courageuses, mais d'un autre côté, ils ont comme pas le choix de l'être. Elles doivent démontrer de la force. Puis il y a comme ce dilemme parfois entre comme elles n'ont plus de force, mais elles doivent avoir de la force pour leurs enfants. Et dans ce livre-là, ça transcende tout ça. C'était pas l'accouchement désiré, c'était pas le moment désiré non plus, c'était pas la manière qu'elles voulaient que ça se passe. Les enfants sont sur la corde raide, aux soins intensifs, on craint pour leur vie à tous les jours, c'est stressant, les parents sont anxieux, ils sont émotifs avec raison, sont un peu irrationnel à certains moments, mais il y a aussi tout le corps médical qui est autour, qui n'est pas stable, qui est probablement en pénurie parce que ça démontre qu'il y a des nouvelles infirmières tout le temps, ou sinon, tu sais, c'est pas nécessairement le plus efficace pour le suivi des humains, ici des jumeaux, mais aussi des parents. C'est des parents qui veulent s'investir parce que ben c'est des parents qui veulent être présents, donc forcément ça dérange un peu certaines personnes du corps professoral, et vu qu'il y a tellement de roulements, ben la personne qui arrive le lundi matin ne sait pas ce qui s'est passé les 10 jours, 50 jours, 100 jours avant, donc c'est comme des montagnes russes, et il y a tout l'enjeu médical qui est vraiment important parce que d'un côté on peut comprendre que les médecins, les infirmières peuvent pas avertir les parents à chaque fois qu'il se passe des choses, mais d'un autre côté ce sont tes enfants, c'est toi qui vas les élever plus tard, donc on dirait que ce serait la moindre des choses qu'on pourrait être averti à toutes les fois qu'il se passe des choses, t'sais. Donc oh mon Dieu, je comprenais tellement cette mère qui veut le meilleur pour ses enfants, qui vit des montagnes russes. Et il y a tellement de jugements entre femmes aussi. C'est un livre qui l'exprime vraiment très bien, mais même moi qui n'ai pas encore mère, je le vois, je l'entends et j'essaie de faire tellement attention, mais les infirmières ne se gênent pas pour en faire des commentaires par-ci, par-là, de comparer des situations de parents, de familles, d'enfants, comme ça se fait pas ces choses-là. C'est un livre, oh mon Dieu, qui est venu me graffiner dans mon intérieur, qui est vraiment venu démontrer tout ce que j'aime pas nécessairement du système médical, qui est oui, protocolaire, mais qui oublie parfois le côté humain. Et c'est aussi la même chose dans d'autres milieux, entre autres le milieu d'éducation. C'est juste que nous, on n'est pas autant sur le sentiment d'urgence. Et je veux pas enlever le fait qu'il y a des super bonnes intervenantes et des super bonnes infirmières, parce qu'il y en a aussi dans ce livre-là. Mais l'expérience de quelqu'un est toujours teintée par la somme des expériences, et ce qu'on vit de manière négative, ça a un effet indélébile sur nous. On n'oublie pas. C'est ça qu'on se souvient avant même des bons moments et des bonnes personnes. C'est un livre qui m'a fait vivre vraiment des montagnes russes. C'est un livre publié chez Hamac, une maison d'édition que j'adore, on s'entend. Quand même une bonne brique de ce que Hamac publie habituellement. Donc définitivement, j'ai adoré ce livre-là. Je l'ai placé très haut dans mes prédictions pour les rendez-vous du premier roman. Ça m'étonnerait qu'il descende vraiment de cette position-là. J'ai hâte de voir le reste, mais compte tenu de tout ce que j'ai vécu, de tout ce qui est abordé, de comment c'est fait, à mon avis, il va rester au top, là, top 3 facilement. Je vous parle maintenant de Furie de Myriam Vincent. Qu'est-ce que c'est triste quand même que mes lectures que j'anticipais le plus commencent au début. Je vous fais vraiment pas tant de c'est quoi le mot là, comme d'attente dans cette vidéo-là. Mais peut-être que les dernières lectures vont vraiment me surprendre et que ça va tout chambouler mon classement. D'ailleurs, attachez-vous bien, asseyez-vous bien, faut pas besoin de vous attacher, parce que vous allez peut-être être surpris. Lorsque j'ai lu le 4e de couverture de ce livre-là, en fait, c'était pas le 4e de couverture, c'était littéralement un passage du livre, parce que le 4e de couverture ici, c'est pas ça.
c'est pas ça et ça dénote pas des mêmes enjeux. Dans le résumé que j'avais lu, qui était celui de Goodreads, là, ça disait que Marilyn, oui c'est ça, bon c'est pas son nom, mais elle se considère comme une bonne personne, elle composte, elle aide les personnes âgées à traverser la rue, des trucs comme ça, puis elle tue des gens, mais seulement des gens qui ont fait des actes sexuels répréhensibles, qui ont fait des viols ou qui ont aidé à la traite d'enfants, là, des trucs comme ça. Là. Donc elle s'en sort un peu en se disant que oui, peut-être que je suis une assassine, mais je le fais pour la bonne cause parce qu'il n'y a jamais de justice pour ces personnes-là. Des hommes qui violent, il y a personne qui croit les victimes, donc il n'y a pas moyen d'avoir justice jamais. C'est les victimes qui se font engueuler, c'est les victimes qui vivent dans le noir, en plus du traumatisme qu'elles ont vécu. Donc elle s'est dit, j'en ai vraiment assez, je suis en colère, je me suis mis à les tuer. C'est ça un peu que ça disait le résumé selon Goodreads. Ici, c'est pas tout à fait ça, puis c'est pas tout à fait ça, c'est ça, mais pas ça, tu sais, dans le livre. Parce qu'ici, en fait, on rencontre Marilyn, qui est déjà une tueuse à gages, engagée pour tuer je vais dire les hommes, mais c'est pas juste des hommes, là, mais les personnes qui ont fait des crimes sexuels. Donc, c'est déjà établi dès le départ, à la première page, qu'elle fait ça. Donc, il n'y a pas ce processus-là, on part pas du moment où son amie Julie, elle a été violée, de toutes les conséquences, de comment ça a déboulé, on rentre pas du tout là-dedans. On arrive à aujourd'hui, ça fait genre une couple d'années, tout ça est passé, Marilyn est tueuse, tueuse à gages, assassine, et elle tue des gens qui font des crimes sexuels. C'est là qu'on est. Et on part de cette prémisse-là parce que ça fait des années qu'elle fait ça et ça fonctionne. Elle est détachée de toute émotion. Elle est plus une personne qui vit normalement. Elle ne vit que pour son métier, que pour tuer, puis elle n'existe pas dans toutes les autres sphères de sa vie. Et là, l'enjeu qui va se passer, c'est que c'est rendu une routine un peu. Donc, elle va retourner à l'école, à l'université, terminer son baccalauréat en littérature. Et là, elle va avoir du mal à jongler avec sa vie d'universitaire normale et la tueuse à gages. Parce que, forcément, être universitaire, ça veut dire créer des liens, ça veut dire se faire des amitiés, et ça coince beaucoup avec le fait que, en tant que tueuse à gages, tu dois toujours être sur tes gardes, tu dois être vigilante, tu dois faire attention, tu dois pas te faire remarquer, donc ça clash les deux, et c'est plutôt ça qu'on va suivre dans ce livre-là. Est-ce qu'elle va réussir à jumeler deux côtés de sa vie, deux côtés de sa personnalité, deux côtés de sa personne qui ne peuvent coexister. Donc, je sais pas si vous voyez la limite, mais c'est pas tout à fait pareil. L'accent est pas tout à fait à la même place. Et moi, je m'attendais à rentrer dans ce livre-là, à découvrir l'amitié, Julie, Marilyn, à vivre le moment du viol, et à vivre la déchéance mentale de Julie, la déchéance mentale de sa meilleure amie Marilyn, le suicide qui est pas non plus un spoiler parce qu'on le sait dès le départ aussi, le suicide de Julie, et là, la colère qui augmente dans Marilyn, et finalement qui se met à voir comment elle pourrait tuer les deux gars qui l'ont violée, point. Puis que ça se faisait un petit peu par elle-même et non par une organisation criminelle bien élaborée, t'sais. Donc, c'est pour ça que mes attentes étaient comme pas tout à fait à la même place, puis c'est pas la même charge émotive. Elle est, lorsqu'on la rencontre, une tueuse à sang-froid, tu sais, ça y fait pas grand-chose parce qu'elle considère sa cause bonne, et même si le geste est très violent, et tout ça est très violent, ça y fait pas tant de plis que ça. Je sais pas où me placer là-dedans, parce que veux pas, c'est un roman qui est pas nécessairement en ordre chronologique. On passe majoritairement notre temps sur le présent, là, aujourd'hui, quelques années plus tard, tueuse accomplie. Puis au début, on retourne beaucoup dans le temps pour voir comment est arrivé là, donc c'est des petits fragments par-ci par-là. Il y a aussi, de manière ponctuelle,
la soirée de Julie. Et ça, ce sont des moments chargés, ma foi, vraiment difficiles. Et à toutes les fois qu'on a un moment de la soirée de Julie, la page d'après, c'est un meurtre. Donc, il y a comme certaines choses qui sont quand même cycliques, puis c'est un peu fait sous format de comic book, parce qu'elle aime beaucoup ça. Donc, est-ce que je peux en trouver? Oui, c'est ça. Donc, comme c'est pas nécessairement des chapitres, ouais, j'imagine que c'est des débuts de chapitres. Donc, au début, c'est Marilyn, la vengeresse, une jeune femme ordinaire poussée par l'injustice, met un pied dans un univers sombre qui menace de l'avaler. Sera-t-elle prête à plonger dans une voie sans retour ou s'arrêtera-t-elle avant? Puis là, à toutes les fois, il y a comme un update de ce qui va se passer là, par la suite. Donc, il y a vraiment des trucs intéressants dans ce livre-là. Définitivement, l'écriture, elle se lit super bien, c'est efficace, c'est précis, on n'est pas dans la description à outrance. Ça fonctionne. C'est pas que ça fonctionne pas, c'est que c'est pas nécessairement ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à ce que ça soit super difficile à lire, que ça soit comme chargé. Puis il y a des moments qui le sont. Comme je vous disais, tous les moments de Julie, mais aussi, il y a beaucoup de discussions, là, il y a beaucoup de moments où on parle des hommes, puis de comment les femmes se sentent par rapport aux hommes dans certaines situations. Par exemple, la nuit, dans le noir, si tu vois une femme s'avancer devant toi ou un homme s'avancer devant toi, étant une femme, tu n'auras pas la même réaction. Puis toute femme se retrouve dans ces peurs internalisées qu'on a là. Et d'autres choses aussi qui sont vraiment intéressantes, c'est qu'il y a, vu que Marilyn fait un baccalauréat en littérature, il y a plusieurs mentions de livres qui me faisaient un peu penser à cet univers-là, ou par ricochet, La mort de roi de Gabrielle Lisa Collard, puis elle parle aussi de Baise-moi de Virginie Despentes à un moment donné. Puis au début, je me disais un peu que c'était ça, c'était comme si La mort de roi, si on était allé plus loin, on serait rendu à Furie, tu sais, parce qu'ils ont quand même de grandes similitudes entre les deux. Donc, j'ai terminé ma lecture, ça s'est lu assez bien, c'est allé dans des endroits que je pensais pas aller, dans des dilemmes où que je pensais pas que ça irait, parce que je pensais pas que c'était la prémisse du départ. Ça m'a pas fait autant de choses que je pensais. C'est pas aller dans des endroits si nouveaux non plus. Puis, il y a une couple de semaines, j'ai lu J'ai peur des hommes de Vivek Shraya et il y avait vraiment un côté très intéressant qui a un lien avec ça aussi, mais qui était plus concis et avec un angle plus différent. Donc, je pense que c'est un peu ça. Ce sont des thématiques qu'on entend vraiment beaucoup ces derniers temps. La colère, la peur, c'est des choses qu'on lit, qu'on sait. L'angle est intéressant parce que ici on a la femme qui se venge, qui en a assez, puis on a le sentiment de justice qu'on n'a jamais. Mais comment je sais pas, tu sais. Fait que c'est probablement comme un 3.5 sur 5 dans ma tête. C'était une bonne lecture, même un peu plus que bonne lecture. Ça rentre pas à 4. Ça rentre pas à très bonne lecture. Parce qu'il y a comme un côté de l'originalité pour moi qui était pas là, puis un côté émotif que je m'attendais à avoir plus. Donc, ce qui veut dire que pour l'instant, j'ai lu Petit Géant et Furie, et je mets Petit Géant avant Furie pour le moment. Je vais continuer à laisser mijoter Furie, peut-être que ça va changer, mais j'ai pas l'impression que ça va changer de manière positive si ça a à changer. Je pense que ça va rester soit neutre ou peut-être diminuer un peu, mais ouais, c'est vraiment un peu étrange, hein? Puis, comme, ah, c'est ça. C'est pas que j'ai trouvé que c'est une mauvaise lecture, loin de là. C'est pas ça. J'espère que vous le comprenez. Bon, allons voir la prochaine lecture. Le fond des choses de Thomas Desaulniers-Brousseau. Troisième livre que je lis dans le cadre des rendez-vous du premier roman. Si vous vous souvenez, lorsque j'ai réagi aux nominations puis au résumé, j'avais été très interpellée par le premier paragraphe là, du résumé. Puis par la suite, on dirait que je désenchantais un peu, que je comprenais pas trop où est-ce que ça s'en allait. Et dans ma lecture, avant de vous parler du résumé, disons que c'est un peu ça qui s'est passé. Le résumé est un peu difficile à faire parce que ça commence avec un procès, on suit Odile,
qui est traductrice et qui doit faire la traduction dans le procès de l'anglais au français. Et c'est un procès pour viol. Donc, il y a une femme qui accuse un homme de l'avoir violée, puis il y a comme une situation tout autour de ça. Puis là, par la suite, on laisse Odile de côté. On suit plus le personnage principal dont on ignore le nom. Et lui va tomber sur un livre d'un artiste qu'il aime bien ou qu'il connaît. Et dans ce livre-là, il y a mention qu'il était pédophile. Donc lui va partir à la recherche de témoignages pour en savoir plus sur cette histoire-là, pour en savoir plus sur ce personnage-là et connaître, découvrir un peu les victimes, le passé de cet artiste-là. Une fois ça fait, on va s'en aller comme ailleurs, on va retourner dans le propre questionnement du narrateur sur son orientation sexuelle, sur qui il est, sur c'est quoi sa place dans la vie, sur qu'est-ce qu'il fait. Donc c'est comme un livre qui est vraiment difficile à résumer. Il n'y a pas rien vraiment de linéaire qui traverse le livre de A à Z. C'est un peu plus complexe que ça. J'ai embarqué dans ce livre-là, tu sais, disons que la semaine où je l'ai commencé, c'était ma première semaine de retour au travail. C'est une semaine où que mon cerveau avait eu beaucoup de moments de surcharge, donc ça a pris un certain temps pour embarquer dans le livre. On dirait que c'était pas fluide, ça fonctionnait pas trop, mais je mettais pas ça sur le compte du livre. Donc lorsqu'on est rentré dans le procès, Dieu seul sait que j'aime ça, des procès, tout le côté juridique et tout, ça m'intéressait, mais on dirait que c'était un peu cringe, je trouvais ça un peu étrange parce que l'écriture était soit condescendante ou soit un peu comme misogyne. J'arrivais pas à mettre le doigt si c'était de l'humour noir. Ici, ça dit un humour tonique, mais j'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. J'avais l'impression que peu importe, en tout cas, qu'est-ce qu'on essayait de faire, c'était pas ultra assumé. J'arrivais pas à comprendre le point de vue du narrateur, qu'est-ce qu'on essayait de faire. Et sur Instagram, j'ai comme lancé un red flag, genre si on essaye de diaboliser un peu la victime de viol ou comme de dire qu'elle aurait pu mentir, j'étais vraiment pas down avec ça. Puis on dirait que c'est ça que ça donnait comme impression parce que toutes les fois, là, l'avocat, il posait des questions puis là, il était un peu confuse puis d'une fois à l'autre, son témoignage était un petit peu différent. Fait que j'étais comme non, là. Je n'ai zéro envie de lire ça d'un auteur blanc, d'un homme possiblement cis hétéro, c'était comme non là, j'étais vraiment pas d'accord avec ça. Donc lorsqu'on est passé à autre chose, j'étais comme ok, est-ce qu'on va y revenir? Ça a l'air que non. Lorsqu'on est rentré dans l'histoire de l'artiste là, qui me semble que c'est Pinchot, le Michel Pinchot. Pas important là, c'est quoi son nom? Puis son passé, ben je peux pas dire son passé là, mais tu sais c'est sa pédophilie. Là, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on cherche avec ça? Le témoignage, on cherche à vérifier si c'est vrai, à faire en sorte de banaliser les victimes. Qu'est-ce qu'on essaie de faire encore une fois avec ça? Puis on n'est pas allé non plus au bout des choses et on est allé comme un peu de nulle part à la fin de tout ça. Et ça, si l'écriture, c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangée, je m'attachais pas au narrateur, je m'attachais pas à ce qui se passe. 2, l'histoire, c'est un enjeu qui m'a beaucoup dérangée parce que j'avais l'impression qu'on commençait plein de choses, qu'on allait dans plein de directions, qu'on finissait rien, qu'on faisait rien évoluer non plus. Donc, je savais pas où est-ce que ce livre-là voulait aller. 3, ben, comme je vous disais, le personnage, on sait pas trop c'est qui, on sait pas son nom. À un moment donné, le personnage croise Thomas Brousseau. Ok, il manquait peut-être un désaulnier, mais on est capable de lire entre les lignes. Donc, qui est ce personnage qui est le personnage principal? Puis il y avait plein de personnes, plein de filles autour de lui, un peu interchangeables. Julie, Odile, Geneviève, Marie-Martin.
aucune idée de la différence entre ces filles-là, mais parfois il allait en date avec, puis il regrettait un peu parce que il pense, ou en tout cas, il a l'impression qu'il est homosexuel. Je comprends pas là ce qui se passe. Puis il y avait un aspect aussi un peu méta. Je sais pas c'est quoi l'autre mot que je pourrais utiliser pour ça, mais il y a un moment où on parle que le personnage est en train d'écrire un livre, puis le livre qu'il est en train d'écrire, c'est le livre qu'on est en train de lire. Donc, il y a comme des critiques sur le livre qu'on est en train de lire, si c'est compréhensible, si c'est pertinent, si tout ça a sa raison d'être. Puis là, moi, j'étais comme, lorsque tu commences à faire du méta comme ça, là, ah, c'est lourd. Il y avait des phrases, ah là, c'est le moment que je vais vous parler, tu sais, comme le moment que je vous parle de ma mère puis de ses problèmes. Un peu comme d'un ton étrange. Donc, j'ai fini ce livre-là là, en diagonale. Possiblement que si ça n'avait pas été pour le club de lecture, je l'aurais laissé tomber. Et Dieu se sait à quel point c'est difficile pour moi de laisser tomber des livres. Mais j'avais vraiment très peu d'intérêt pour ce livre-là. Jusqu'à la fin, je comprenais pas où est-ce que ça s'en allait. Je comprenais pas le ton utilisé. Je savais pas ce qu'on voulait me faire comprendre. Donc, j'avais très peu de plaisir. Et je suis vraiment déçue. Donc, là, pour l'instant, indéniablement, il n'y a pas de surprise. Le fond des choses, c'est le dernier de ma liste sur 3. J'espère que les autres lectures vont être meilleures parce que, tu sais, malgré tout, il était plus comme dans mon top 4 là, ou dans mon bottom 4. En tout cas, tu sais, il était plus dans le milieu, mais là, c'est vraiment une lecture qui va en bas. Si je lis quelque chose d'encore moins bon, c'est pas une bonne nouvelle. Donc, on va laisser ça comme ça, mais je suis quand même un peu vraiment déçue. 4e lecture, le lièvre d'Amérique. J'ai décidé finalement de séparer cette vidéo-là en 2. Donc, les 4 premières lectures pour la première partie et les 4 dernières lectures pour la deuxième partie. Lorsque j'avais lu la 4e de couverture, j'étais pas tant vendue. Et ici, ça semble pas être ce que j'avais lu non plus sur Goodreads. Donc, je suis en train de me poser de sérieuses questions sur qui fait le choix de mettre quoi sur Goodreads parce que, ben, encore une fois, ici, le résumé, c'est pas la même chose. Donc, le livre d'Amérique, on va suivre Diane. Donc, lorsqu'elle était plus jeune et dans sa vie adulte. Diane, elle a une problématique un peu par rapport au travail, dans le sens qu'elle ressent beaucoup de pression d'être la meilleure, de travailler plus fort, d'être la plus efficace. Et ça fait en sorte que ça lui crée beaucoup d'anxiété, qu'elle se compare énormément et qu'elle est comme pas heureuse de ça. Donc ça, c'est comme Diane dans le présent. Diane dans le passé, lorsqu'elle était enfant, elle était très amie avec un garçon qui s'appelle Eugène et elle essayait de le comprendre. Il y avait comme une mentalité un petit peu différente de la sienne, puis je vais laisser ça comme ça. Et aussi, la 3e ligne directrice, si on peut dire ça ici, ce sont des informations sur le lièvre d'Amérique. Donc, c'est un livre qui a cette forme particulière-là en alternance. On a des informations sur le lièvre d'Amérique. Après ça, on a un passage de Diane dans le passé, un passage de Diane dans le présent. Et il y a comme ces chapitres-là, 100 points, 100 virgules, un genre de long paragraphe d'une page. Et avec une mention de J, genre J ici, moins 128, donc comme 128 jours avant quelque chose, puis parfois genre J plus 3, donc 3 jours plus tard de l'événement dont on ne sait pas encore qu'est-ce que c'est. C'est un ouvrage assez spécial, mais c'est un ouvrage que j'ai bien aimé. J'ai embarqué dans l'histoire, puis l'écriture me plaisait, les différentes lignes narratrices aussi. C'est sûr que pour moi, le fait comme de partir d'une histoire, puis aller par exemple dans la vie de Diane au présent, puis là éventuellement retourner dans le passé et retourner dans le présent, parfois je trouve ça un peu difficile, surtout lorsque je suis très investie dans ce que je lis, puis c'est arrivé à un moment de manière plus spécifique, que j'étais vraiment dans ce qui se passait avec Diane au présent.
Puis lorsqu'on a laissé ça pour aller avec Diane dans le passé, j'étais comme un peu déçue parce que je voulais tellement savoir ce qui se passait. Le fameux événement dont on ne sait rien est un bon moteur tout au long du livre. On se pose des questions, ça a l'air de mettre Diane complètement tout croche et c'est très intéressant qu'on garde ça jusqu'à la toute fin. Il y a aussi un aspect, tu sais, c'est écrit comme une légende ici que ça dit, là. Ce roman, une fable animalière néolibérale, s'adresse à celles et ceux qui se sont égarés. Donc, il y a comme cet aspect fable slash fantastique qui est pas tant présent au début, mais qui prend de plus en plus d'ampleur. Et à la fin, on a vraiment l'aspect légende et le volet fantastique, tu sais, comme à son apogée. Étrangement, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui laisse plein de questions sans réponse. Puis pour la majorité de ce livre-là, ça m'a pas dérangé. La fin était peut-être un petit peu trop poussée pour moi. J'ai eu l'impression de perdre quelques morceaux de ma compréhension là, mais sinon, ça a vraiment été une bonne lecture. Je l'ai lu en 2 temps, mais lorsque j'ai arrêté de le lire, je voulais le reprendre pour savoir qu'est-ce qui allait se passer. C'est aussi un petit livre de 100 quelques pages, donc ça se lit là, très rapidement, 130 pages. Donc, si je réfléchis à ça, pour l'instant, Petit Géant reste encore au top. Mais je pense. Et on verra si le temps va laisser les choses telles quelles. Mais je vais mettre Le Lièvre d'Amérique en 2e. Je vais mettre Furie en 3e. Et forcément, Le Fond des choses en 4e. Très curieuse parce que pour l'instant, ce que j'ai lu m'a donné une impression qui est pas exacte avec ce que le livre nous donne comme émotion ou qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on y lit. J'ai très hâte de voir ce qui va se passer avec les 4 prochains livres. J'ai l'impression que on n'arrivera pas du tout au même palmarès que j'ai fait dans ma première vidéo de Je réagis aux nominés des rendez-vous du premier roman. Si vous avez lu les livres dont je vous ai parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire si vous avez une opinion similaire ou non de la mienne. Sur ce, nous allons se voir dans la 2e partie pour les 4 prochains livres. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!